Alors le documentaire, non, il est en espagnol et je l'ai sous-titré. Donc ouais, ouais, ouais. Je suis désolée s'il y a des gens qui ont besoin, enfin, qui vont pas être devant l'écran du coup pour lire le sous-titrage. De toute façon, je ferai des pauses assez régulières pour reparler de ce qui est dit dans le docu. Donc voilà, si c'est trop indigeste, je vous en voudrais pas si vous restez pas. De toute façon, je l'ai déjà dit en début de stream, je le redis. J'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Wifka, comme ma chaîne Twitch, tout pareil. Donc pour le moment, il n'y a rien. J'ai fait des playlists de tutos crochet et tricot en public dessus. Donc voilà, vous pouvez toujours y aller pour ça. Mais je mettrai la VOD sur cette chaîne. De toute façon, je ferai les annonces sur Discord, etc., etc. Le docu, il fait 2 heures. Je n'ai sous-titré que les 40 premières minutes. Et je suis même pas sûre qu'on les regarde, hein, les 40 premières minutes. Donc voilà. Tu t'es mis dans les crédits pour l'adaptation. Non, non, mais par contre, je contacterai le média qui a produit, enfin, qui a publié ce docu quand j'aurai fini de tout sous-titrer pour leur filer le sous-titre que moi je m'en fiche. Moi, je suis pour le partage gratuit de ce genre de choses. C'est qui alors le média, alors, il y a le message épinglé normalement qui mène vers le docu, donc qui n'est pas sous-titré, même pas en espagnol. Moi, ça m'a un peu embêté parce que ça m'aurait arrangé sur certains moments où j'ai dû faire des recherches en parallèle pour savoir de quoi ça parlait ou bien tendre l'oreille. Il y a un mec aussi qui s'appelle Esperilla et je suis pas sûre si c'est Esperilla ou Asperilla et je sais plus si ça apparaît à l'écran. Dans tous les cas, il y aura peut-être c'est un peu terrible, mais ça, de toute façon, si je propose le sous-titrage que j'ai fait aux médias, qui s'appelle Diario Público, je corrigerai tout ça, bien entendu, pour que ce soit carré. Limite, si je leur enverrai pas un mail pour leur demander des précisions et leur expliquer ma démarche en espérant qu'ils me fassent pas trop caguer pour les droits d'auteur. Mais bon, vu que c'est un média plutôt à gauche, j'espère que ce sera pas le cas. Ah, si c'est pas trop violent. Ah, c'est violent quand même parce que c'est quand même des gens qui témoignent. Hein, ils ont vu leur père souvent ou leur mère se faire emporter, etc. Ça parle quand même de se faire fusiller. Ils ont fait une mise en scène avec des acteurs. Moi, je vous annonce tout de suite, hein, à ma première vision, j'étais en larmes pendant tout le docu, mais c'est plus du témoignage. Voilà. Mais oui, il y a quand même de la violence. Ça évoque des sujets comme la torture, etc., etc., hein. Donc, je préfère vous prévenir. N'hésitez pas à partir si, comme moi, vous êtes sensible. C'est pas grave. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. Absolument pas. Voilà. Le chat veut sortir faire la révolution. Oui, on sera à peu près comme ça d'ici une petite heure ou deux. Tu aurais le nom du logiciel? Ah, oui, oui, bien sûr, Sergent Dac. Je te l'écris dans le chat. Ça s'appelle Aegisub. Il est en libre accès. Il est un peu vieillot, hein. Il est saut année 2000 hein, dans sa conception, etc. Mais il fait le café pour ce qu'il y a à faire, donc voilà. Bon allez, je vais commencer mon petit exposé. Donc avant de lancer le docu, on va quand même remettre les choses à leur place en Espagne. C'est parti. Alors, en Espagne, donc on parle d'une monarchie. Hein, jusque-là, je pense que je vous ferai pas l'affront de vous parler de l'empire colonial espagnol. Hein, évidemment, l'Espagne a régné sur pratiquement tous les continents. Bon, son apogée, ça commence à être vieillot parce que l'apogée, on parle surtout du 16e début 17e siècle, enfin non, même 17e bien avancé. Donc suite à ça, comme un peu tous les empires, hein, ça se pète un peu vite la gueule. Et donc au 19e siècle, la situation au tout début, 20e, pardon, 20e siècle, année 1900, au tout début, on est sur une monarchie qui a été déjà renversée, c'est-à-dire que l'Espagne s'était déjà mangée en fait une dictature. Alors j'ai noté les dates, ça y est, c'est l'instant où je sors mon petit cahier. Mon petit cahier. Forcément, j'ai tout marqué n'importe comment. Donc voilà, de 1923 à 31, ils se sont déjà mangé une dictature, hein, donc c'est super. Dictature en espagnol, ça se dit dictadura avec un D. Et celle-là, elle est appelée, je ne sais pas si c'est très drôle parce que ça restait une dictature militaire, mais dicta blanda, dans le sens où comparé à ce qui allait arriver, pratiquement, c'était pas grand-chose, entre très très grosses guillemets. Mais c'est une dictature qui, en fait, a complètement échoué niveau économique, qui s'est pété la gueule, modèle géant. Suite à la crise de 29, le dictateur a démissionné et en fait là il y a des élections générales qui ont été conduites et ce sont les partis anti-monarchie qui ont gagné. Donc la monarchie a été, comment on dit, elle a été la monarchie a été donc renversée à ce moment-là et pour instaurer donc ce qu'on appelle en Espagne la Deuxième République.
avec le drapeau rouge, jaune, violet, le même qu'il y a sur mes ongles et sur mon pull d'ailleurs. Donc ils ont déjà eu une dictature entre 23 et 31. La Seconde République a duré entre 31, donc jusqu'au coup d'État de Franco, enfin pas que de Franco, voilà, on en parlera après, jusqu'en 36. Les Espagnols sont persuadés qu'en France ça va mieux que chez eux parce qu'il n'y a pas de roi, alors que voilà. La monarchie, genre comme Louis XVI avec les collants. Ouais, 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 un truc un peu comme ça, voilà, hein. Donc la Seconde République avait vraiment une volonté d'amener la démocratie en Espagne pour l'époque, hein, on parle quand même des années 30. Elle était assez avancée. Donc on parle quand même d'un truc qui alors pourquoi je ne l'ai pas j'avais noté normalement les trucs oui voilà donc elle a été marquée par un peu deux temps forts donc au début c'est la gauche qui est passée donc les femmes ont eu le droit de vote plus il y avait en tout cas sur le papier c'était pas le cas évidemment en vrai mais sur la l'égalité entre les genres ils ont rendu l'école gratuite et obligatoire, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'a plus été le cas par la suite, hein. Pendant le docu, vu que moi, ma famille m'a raconté des choses, j'entrecouperai ça par d'un peu des histoires familiales. Donc, droit avant la France. Qui aurait pu prédire? Oui, oui, dans les années, voilà, en 31, quand la gauche est passée sur la Deuxième République, a quand même, voilà, mis en place les droits et l'égalité entre les genres, le droit de vote pour les femmes, donc la primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Donc quand on parle de la primaire en Espagne, ça va jusqu'à la sixième. Ils ont 6 ans de primaire. Bon, ça c'est un truc voilà qui sous la dictature n'était plus vrai. Bah, du coup, je vous donne l'exemple tout de suite. Mais ma grand-mère, par exemple, qui est née dans les années 40, elle a dû faire même pas un an ou deux d'école en tout parce que de toute façon, moi, elle m'a raconté que quand elle allait à l'école, le professeur ne faisait même pas attention à elle. En tant que fille de rouge, vous verrez que le terme rouge est souvent employé, je l'ai gardé tel quel, hein, rouge. Rouge se réfère aux gens de gauche, hein, tout simplement, mais c'est un terme qui est censé être, qui est censé dénigrer, évidemment. Évidemment, évidemment. Donc, en tant que fille de rouge, ma grand-mère, le professeur apparemment ne s'embêtait même pas en fait à s'occuper d'elle. Ma grand-mère, elle sait écrire son prénom, elle est très fière de ça, mais voilà, elle sait à peine lire, elle déchiffre un peu, mais sans plus. Bref, rouge, encore un truc de communiste. Oui, voilà, c'est un peu ça, péjoratif. Voilà, c'est ça, c'est un terme assez péjoratif, hein. Il y avait aussi des grandes réformes au niveau du travail, au niveau de la protection, donc des ouvriers, etc., hein, qui ont obtenu beaucoup plus, enfin, beaucoup de droits du style, bah, je sais plus à combien était la semaine, mais le temps de travail à la semaine avait été réduit, le droit de se syndicaliser, le droit de grève, etc., etc. Donc vraiment là, on est en 31, il y a plein de choses. Il y a aussi la séparation, voilà, de l'Église et de l'État. Donc ça veut dire que au niveau de l'école, elle devenait laïque et il n'y avait plus d'instruction religieuse à l'école. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Espagne, là en 2024, il y a de l'instruction religieuse à l'école. Alors ils appellent ça comment ils appellent ça? Ils appellent ça religion, le nom de la matière. Quand tu leur demandes, ils te disent que non, que c'est plus de la morale, qu'ils enseignent un peu toutes les religions. Et non, non, c'est du catéchisme pur et dur, hein. Moi, je vous le dis, c'est du catéchisme. Ici, dans les écoles publiques, il y a des endroits, ils font encore la prière le matin, pas partout. C'est-à-dire qu'ici, voilà, si tu veux pas que ton enfant reçoive un enseignement religieux, il faut le mettre en privé. Moi, j'ai enseigné ici dans le public et il y avait genre des croix, les gens qui te disent des trucs du style que Dieu te bénisse. Alors je sais que c'est pas dit méchamment, hein, je sais que c'est quelque chose pour eux dans le langage courant, mais c'est vrai que nous en France on n'est pas du tout habitué à ça et ça me faisait très très bizarre moi, très très drôle voilà qu'on me dise des trucs comme ça, hein. Ça reste presque, ouais c'est ça, c'est presque culturel, hein. Moi ça me faisait très bizarre au début parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas qu'on croise pas de gens religieux, mais jamais on entendrait quelqu'un de la fonction publique ou quoi te dire ça. Ce serait très bizarre. Même, perso, je le prends pas mal. Je suis pas croyante, mais je sais que c'est une formulation, que ça se veut même gentil, que c'est pas méchant, donc c'est pas grave, hein. Il y a des enfants qui, oui, il y a des enfants qui ont eu Wifka comme prof, mais c'est des enfants espagnols, donc du coup, voilà quoi. C'est pas des enfants français. Il y a des enfants français qui ont eu Wifka comme pion. Ça se trouve, un jour, je vais avoir des élèves de là où je travaille dans les lycées qui vont débarquer sur mes streams, va savoir. Donc, il y avait encore le côté colonial. Oui, mais oui. Il y avait encore. Alors, le côté colonial. En fait, l'Espagne a perdu ses dernières colonies. Je mets des guillemets à colonies parce que, comme la France, l'Espagne possède toujours quelques îles, notamment les Canaries qui sont en face du Maroc. Et à l'époque où on parle des années 30, le nord du Maroc était un protectorat espagnol.
Donc ça, on va le voir dans le documentaire parce que Franco, lui, est parti du Maroc pour aller sur la péninsule. Mais à cette époque-là, le nord du Maroc, c'était un territoire espagnol. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a deux villes au Maroc, Ceuta et Melilla, qui sont des portes d'entrée de l'Europe, qui sont des villes espagnoles présentes au Maroc. Je sais plus quand est-ce que l'Espagne a perdu le Maroc en tant que protectorat. Je sais que ça fait partie des trucs que j'aurais dû chercher. Donc je sais pas. Mais en tout cas, à cette époque-là, le nord du Maroc est encore espagnol. Alsace-Lorraine, aujourd'hui, c'est compliqué, très mélangé religieux public. Ah d'accord, Sergent Dac, je ne savais pas du tout. Ok, ok. Je savais pas du tout, du tout, du tout. Comme quoi. Ok. Donc voilà, la séparation de l'Église et l'État, bah, ça implique de pouvoir faire des mariages civils, ça implique de pouvoir divorcer, ça implique que les enfants nés hors mariage sont reconnaissables, parce que jusque-là, les enfants nés hors mariage n'étaient pas reconnus, hein. Il y avait encore le statut, je ne sais pas si on disait bâtard vraiment, en tout cas on parle de la reconnaissance des enfants naturels, la loi espagnole de la Seconde République. Donc voilà, j'en étais donc à la Seconde République qui socialement était quand même, c'était pas mal, hein. On est sur un truc pas dégueu, pas dégueu. Avec voilà aussi une réforme au niveau de l'armée. Je vois mes notes hein, en même temps, évidemment, je ne connais pas tout ça par cœur parce que ça commence à dater, hein, mes cours, les trucs comme ça. Mais où du coup ils ont fait en sorte que l'armée jure fidélité à la République. Bon, on va voir que ça s'est pas très très bien passé. Donc voilà. Voilà. Et une des grandes questions donc de cette Seconde République, c'était la répartition des terres. C'est-à-dire qu'en fait, en Espagne à ce moment-là, ben, tout comme de toute façon maintenant, hein, les richesses étaient extrêmement mal réparties, notamment les terres agricoles, celles qui étaient exploitables, qui appartenaient à un tout petit nombre dans la population qui exploitait bah, le reste de la population pour s'en occuper, quoi, basiquement. Et donc la Seconde République avait commencé à confisquer des terres donc à des propriétaires terriens pour les redistribuer. Ils avaient commencé à salariser les paysans. Alors, les salariser, alors je crois que certains, ils forçaient les propriétaires à les salariser. Et dans d'autres cas, eux-mêmes, c'est-à-dire que les paysans devenaient des fonctionnaires, du coup, pour l'État, ce qui est pas mal hein, en soi. Tu dois même déclarer quelle religion tu pratiques en Alsace quand tu inscris tes gosses au CP. Ah ouais, la violence. Ça, je trouve ça violent, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerverait. Mais bon. T'as appris ça en France? Alors ça, c'est des choses que j'ai appris à la fac. Et je me suis remise à jour là, avant de faire ce stream, histoire de quand même un petit peu m'y remettre. Mais voilà, en fait, moi, je pensais que j'avais genre un petit classeur comme ça. Et sur la guerre civile et la dictature, j'ai ça. Tout ça. Donc, bon, je j'ai pas tout lu. Là, en 3 jours, j'ai pas tout lu. J'ai lu mes notes de mes petits résumés, ça me revient du coup, donc ça va. Mais ouais, ouais, j'ai un gros classeur. Oh oui, les paysans fonctionnaires. Ouais, ouais, apparemment, ils avaient fait ça à l'époque. Donc voilà. Plus, voilà, ce qu'on a. Et donc ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Les statuts d'autonomie, c'est-à-dire qu'en Espagne, les régions ont une certaine autonomie, un parlement qui leur est propre. Bon, forcément, si un truc est illégal au niveau du gouvernement central, les régions ne peuvent pas, genre, le rendre légal. Dans l'autre cas, c'est possible. Par exemple, il y a des régions où actuellement la corrida est interdite, a été rendue illégale. Mais tant que le gouvernement central le garde légal, et bah, les régions font un peu ce qu'elles veulent. Mais il y a des régions qui ont interdit, voilà. OMG le DOS, ouais, ouais. Moi non plus, j'avais pas souvenir. Moi, j'ai appris tout ça, tu sais, quand je suis allée chercher mon classeur, j'étais en mode, ah ouais, ah, il y a de la matière, en fait. Mais du coup, voilà, donc Seconde République, voilà, tout est beau, tout est sympa, on fait des trucs, voilà, on légalise le divorce, on autorise l'avortement. Ça, c'est un truc que j'avais oublié. Ce ne sont pas, non, ce ne sont pas non plus des fédérations, c'est des statuts d'autonomie, ils appellent ça. Et d'ailleurs, toutes les régions n'ont pas exactement le même statut d'autonomie. C'est ça aussi, c'est un truc. J'ai un autre classeur gros comme celui-là qui parle de l'organisation politique espagnole, en tout cas depuis donc la fin de la dictature jusqu'au moment où on faisait les cours. Donc c'était 2017, un truc comme ça. Sachant que depuis 2017, il y a des choses qui ont changé.
Mais du coup, voilà, voilà. Et ensuite, la droite est passée, voilà, parce que ce sont des choses qui arrivent. Et là, en fait, il y a commencé à avoir un peu d'agitation parce que du coup, les personnes qui étaient plutôt à gauche trouvaient bah, que le gouvernement, donc sur quoi j'étais, voilà. Donc les personnes qui étaient plutôt à gauche trouvaient que ça ne bougeait pas assez vite. Et les personnes à droite, bah, c'était souvent les privilégiés qui avaient peur qu'on leur enlève des privilèges et qui du coup, eux aussi, bah, ils étaient pas contents. Jusqu'en 36, donc, où c'est le Front populaire, pas le nouveau, non, le nouveau, c'est celui qu'on a eu en France, et celui-là, il a gagné, mais il n'a pas gagné. Bref, hein, je vais pas vous refaire un live sur ce qui se passe, voilà. ASMR cours législatif, ouais, pas loin. Oui, c'est un peu long, hein, désolé, je voulais bien contextualiser les choses, mais bon, après, de toute façon, on rappellera les trucs au fur et à mesure qu'on regardera le docu. Donc le Front populaire, c'est une alliance, hein, comme chez nous, enfin comme chez nous, ça a été une alliance. Donc on retrouve dans le Front populaire le Parti socialiste, hein, le PSOE, qui existe encore aujourd'hui, mais bon, il n'y a plus grand-chose à voir avec le PSOE à des années 30, hein, évidemment. On retrouve le Parti communiste espagnol, on retrouve le POUM, qui est le parti ouvrier, on retrouve des partis anarchistes, etc., etc., etc. Et c'est ça en fait qui va provoquer le coup d'État donc par plusieurs généraux qui se sont mis d'accord, mais essentiellement trois. Donc on retrouve à la péninsule ibérique Mola, le général Mola, qui lui s'est occupé donc de la partie nord de l'Espagne. On retrouve le général Queipo de Llano, qui est un beau sac à merde aussi, qui lui va être en Andalousie dans le sud, et Franco évidemment, qui lui part du Maroc et du protectorat marocain espagnol. Ça va, j'avais peur que ce soit un peu vénère. Déjà, j'ai réussi à réguler mon flux de paroles, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc tout simplement, hein, on arrive du coup au coup d'État du franquisme. Bon là, je vais pas trop m'étendre parce qu'on va en parler de toute façon dans le docu, on va beaucoup en parler. Je regarde vite fait quand même mes notes. Donc la guerre civile, je vous fais un très court résumé, mais en gros, donc c'est les nationalistes, donc ce sont eux les rebelles, hein, puisque c'est eux qui font le coup d'État, donc eux considérés comme les rebelles, contre les républicains qui, eux, veulent bah, défendre le gouvernement républicain considéré comme légitime et qui est légitime de fait, hein, puisqu'on parle d'élections, etc. Les nationalistes, ça, je crois que c'est pas dit dans le docu parce que bah, le docu s'axe surtout sur la répression, mais il faut savoir que les nationalistes ont reçu le soutien pas trop ouvert, mais quand même de Mussolini et de Hitler, alors que les républicains de leur côté ont plus ou moins eu le soutien de l'URSS et de ce qu'on appelle les brigades internationales, qui en gros étaient des brigades de personnes qui venaient d'un peu partout en Europe qui voulaient défendre bah, la démocratie. Par contre, la France et l'Angleterre, ils se sont mis comme ça, à peu près, hein. Ils ont créé un truc qui s'appelle le comité de non-intervention parce qu'ils avaient peur que le conflit débouche sur un conflit mondial. Voilà, la bonne blague. Donc voilà, c'est super, hein, la fierté, tout ça, tout ça. Il y a une phrase célèbre quand on parle de la guerre civile en Espagne sur ce comité de non-intervention qui dit est-ce qu'il fallait qu'Hitler ait signé toutes les bombes pour que la France et l'Angleterre daignent bouger le petit doigt. C'est une phrase assez connue. Et forcément, hein, en gros, quand il y a eu le coup d'État des nationalistes, il y a des endroits qui sont tombés pratiquement le jour même. C'est-à-dire que pratiquement le jour même, les militaires ont pris le contrôle de certaines zones. Et forcément, ils ont interdit le divorce, supprimé les statuts d'autonomie, mis des peines de mort pour les délits de politique, pour les idéologies politiques, ils ont remis la religion dans l'éducation, c'est interdit les syndicats, bon, tous les trucs habituels, signer les bombes. Bah oui, c'est ça, dans le sens où, en gros, la France et l'Angleterre justifiaient ce comité de non-intervention en disant que, ah, mais il n'y a pas de preuve que Mussolini et Hitler soient en train d'aider Franco, ça ne nous regarde pas, bla bla bla. Donc voilà, 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 ça fait plaisir. Et voilà, et du coup, j'ai envie de rappeler quand même qu'on parle donc d'un peuple, hein, de gens qui n'étaient pas militaires, qui se sont armés bah, de ce qu'ils avaient pour lutter contre les nationalistes, qui étaient une armée aidée par deux autres armées. Hitler a fourni des avions, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, pareil pour Mussolini, dont des hommes, hein, évidemment. Le fait qu'ils aient tenu 3 ans, parce que la guerre civile donc a duré jusqu'en avril 39,
Moi, je trouve ça quand même assez, je sais pas si honorable est le mot, mais assez impressionnant. Je trouve ça très très impressionnant. Voilà. La non-ingérence dans toute sa splendeur. Oui, c'est ça, c'est ça, hein. C'est comme les nuages atomiques, ça s'arrête à la frontière. Ouais, il y a un petit peu de ça, voilà. Alors qu'il y avait au moins un soutien public dans les discours, non? Alors peut-être. C'est vrai que ça, je ne sais pas. Je pense que oui, puisque de toute façon, dans la tête des gens, si on laissait pas Franco s'installer, il y avait la menace communiste. Oh là là, qui allait venir en Espagne. Donc il valait mieux. Voilà, en fait, dans le fond, les pays préféraient avoir une dictature fasciste en Espagne plutôt qu'un régime communiste qui pourrait être ami avec la méchante URSS. Bon, je dis pas que l'URSS c'était merveilleux, mais la raison, dans le fond, elle est là. Les chars russes jusqu'en Espagne. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que bon, ils avaient des paniques alors qu'à la base, les républicains, bah, d'où leur nom. Oui, quand je parle des donc pareil, hein, je le dis. Quand on parle des républicains hein, sur ce stream, on parle bien entendu des personnes qui soutenaient la Deuxième République en Espagne, hein. On parle pas de Balkany et compagnie, hein, évidemment. Bon, j'espère vous avoir pas trop perdu avec cette introduction un peu longue. On en est à 1 heure de stream, on n'a encore rien vu. Tout va bien. Donc bon, bah, on va lancer le docu, hein. Blaguer entre nous avant, ça aide aussi à monter le moral avant la suite. Oui, c'est vrai. Non, là, ça va. Voilà, je préviens. Les âmes sensibles, ça parle de... là, on va surtout parler du début de la répression, donc qui a été d'une extrême violence. Voilà, ça a assassiné les gens à tout bout de champ. Donc je vais dire très vite fait qu'en gros, donc en Espagne, il y a eu une seconde république très très de gauche entre 31 et 36, donc qui a amené à un coup d'État par les fascistes, hein, parce qu'à la base on ne parle pas encore des franquistes, puisque Franco a pris le pouvoir au moment de la dictature, mais ils étaient plusieurs en fait, les généraux qui ont organisé le coup d'État. Donc au début, on parle pas que de Franco en tout cas. On parle de donc les principaux. De toute façon, ils vont en reparler dans le docu. C'est rien le bruit que vous entendez, c'est les croquettes. Donc on parle du général Mola, donc nord de l'Espagne, Queipo de Llano, sud de l'Espagne, et Franco au Maroc, puisque le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un protectorat espagnol. Non, Carnage, non, ma chérie. Et il y a Carnage qui essaye de saboter le stream, évidemment. Oui, voilà, c'était la Phalange, les phalangistes, qui étaient le parti d'extrême droite présent déjà pendant la Seconde République. C'est la Phalange. Les phalangistes, d'ailleurs, ont eu un rôle assez huge dans ce coup d'État, mais ils ont été, Franco les a virés du milieu au bout d'un moment parce que bon, quand t'es facho, tu peux aussi faire des sales coups aux autres fachos, voilà, pour garder le pouvoir. C'est ça, exactement. Ah, Papacito a repris ça. Alors Papacito, je connais pas, mais le peu que j'en ai entendu parler, voilà, j'ai pas envie d'aller voir. Je vous le dis très 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 honnêtement. Merci pour le contexte. Oui, voilà, un tout petit contexte. En fait, j'ai parlé pendant 3 quarts d'heure là avant, mais voilà, petit résumé, hein. Quelle idée aussi de l'appeler Carnage. Ouais, il y a déjà des gens qui m'ont dit que c'était ma faute, hein, qu'on n'avait qu'à pas l'appeler Carnage. Du coup, on va lancer le docu. Donc, c'est moi qui ai fait le sous-titrage. Je me mettrai en pause assez régulièrement pour recontextualiser les trucs et aussi pour vous dire quand j'ai eu des difficultés à bien entendre ce qu'ils disaient parce qu'ils ont quand même certains des accents un peu forts ou quoi. Mais bon, à part un sous-titre, comme j'ai déjà dit en début de stream, que vraiment je suis pas sûre de moi, les autres, ça devrait aller. Donc c'est parti, il y a aussi des choses écrites pendant le stream, enfin pendant le docu, des cartons, et ça, bah forcément, je ferai pause et je vous les traduirai. Bien évidemment. Bonsoir, j'avais oublié que le Maroc était passé protectorat espagnol après la France. Et oui, Logdu, et oui, et bonsoir. Et oui, oui. Et du coup, on a vu que c'était dans les années 50 que le Maroc a repris son indépendance. Voilà, voilà. Donc, bah, sur ce, c'est parti. Vous me dites le son comme d'hab, hein, si on entend bien. Donc, bon, forcément, ça commence direct avec un texte. Donc, il y a marqué que le documentaire est pour Sophia. Donc, Sophia, on va la voir hein, pendant le docu. C'est une dame qui est âgée, évidemment, maintenant. Donc, une petite fille de 7 ans qui a vu comment 4 phalangistes, ah là là, ça m'émeut rien que de le lire,
ont emporté son père à ses larmes et aux larmes des enfants, des fils et filles, des plus de 100 000 euh, pères et mères qui gisent encore aujourd'hui dans les fosses communes espagnoles. Voilà, je vous cacherai pas que j'ai déjà le nœud à la gorge, mais bon, j'espère m'être désensibilisée de ce docu parce que je l'ai quand même, j'en suis à 4, 5 lectures du docu forcément pour sous-titrer. Mais oui, oui, alors, si ma caméra disparaît d'un coup, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est dur. Et aussi, avant de continuer, je vous mets en garde sur le fait qu'ils ont fait des mises en scène sur les fusillements. Je sais pas comment on dit, le fait de fusiller des gens comme ça, parce que je crois qu'en français, fusillement, c'est pas, je suis pas sûre que ce soit le terme. Fusillade, c'est pas du tout le terme. Mais voilà, je vous mets en garde qu'ils ont pris des acteurs. Bon, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, hein, pour un peu en, un peu en scène tout ça. Exécution. Oui, exécution, c'est pas mal, hein. Là, ce sont les organismes qui ont financé, participé à la réalisation de ce docu. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en fait, en Espagne, donc les Franco meurent en 75, donc plus ou moins, ils mettent en place donc la monarchie parlementaire qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'en fait, les ministres sont restés les mêmes, etc. Donc autant dire que il y a des historiens qui considèrent que l'Espagne est toujours en transition aujourd'hui, d'autres qui pensent qu'on n'est pas sorti de la dictature, et c'est un peu ce que je pense, même si je risque pas de me faire fusiller moi là, voilà, avec mes ongles républicains par exemple. Mais voilà, moi je pense pas que l'Espagne soit une démocratie actuellement, hein, voilà. On verrait que dans le docu, il y a des gens qui considèrent que oui, mais bon, on remettra ça en truc. Et en fait, en 77 a été votée une loi d'amnistie pour les franquistes qui rendait illégale toute enquête sur les crimes du franquisme. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir des gens pendant le docu qui ont commencé à enquêter dans les années 2000. Certains se sont pris des procès pour ça. Et en fait, donc suite à tout ça, ça a quand même créé dans le pays évidemment de fortes tensions. Les gens voulaient savoir, voulaient que leurs ancêtres soient reconnus comme victimes. Moi, j'ai un arrière-grand-père, hein, qui a été fusillé en octobre 36, hein, donc quelques mois après le début de la guerre civile. La guerre civile enfin, le coup d'État commence le 17 juillet 1936. Voilà, c'est le 17 juillet 1936 que ça commence. Mon arrière-grand-père a été assassiné le 23 octobre 36. Il est toujours dans une fosse commune, toujours pas reconnu comme victime. Et mon grand-père est décédé en 2019 sans avoir pu enterrer son père. Donc c'est encore frais dans les mémoires de beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Bah non, parce que fusillade, pour moi, sergent d'acte, c'est plus quand tu fais des tueries de masse. Alors peut-être je me trompe, mais pour moi, c'est plus, ouais, c'est plus ça. Exécution sommaire, ouais. Il y avait un docu Arte qui parlait des recherches encore actuelles dans le sol, ouais. Plus gros faf qui viennent dire tout ça, c'est faux. Oui, 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 complètement. Ouais, exécution, peloton d'exécution, ouais, ça marche, tout ça. Par contre, tu devras couper la vidéo à chaque fois que tu voudras parler parce que la voix ne passe pas par-dessus la vidéo. Ok, Tsusiao, je le prends en compte. Punaise, quelle horreur, oui. Ça rappelle la manière dont la France s'auto-amnestie régulièrement. Oui, 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 il y a eu une auto-amnestie en 77 assez sale, quoi. Oui, gros câlin à tout le monde, hein. Ça a touché oui, toute la société espagnole et toutes les familles. Oui, oui, oui. Moi, mon grand-père, il se rappelle de son père, donc il avait 3 ans quand son père a été exécuté. Et le souvenir qu'il en a, c'est un homme qui lui dit au revoir, qui était monté. Voilà, j'ai des frissons quand j'en parle. Qui était donc il montait les gens dans des espèces de camions. C'est pas vraiment des camions fermés, c'était plus des grosses voitures avec une remorque arrière. Et il se souvient de cet homme qui lui fait au revoir. Et donc c'était son père. Voilà. Si c'est trop dur, vous n'hésitez pas à partir, je vous en voudrais pas, hein. C'est dur. C'est assez dur, hein. Allez, je lance. Je ferai au début beaucoup de pauses parce que tous les intervenants, j'ai été chercher qui c'était, etc. Et comme ça, je pourrais un peu vous expliquer qui sont ces gens. Bon, sauf les descendants de victimes, puisque eux, évidemment, ils sont là en qualité de témoins. Voilà. Voilà. Je me rends compte que... Mito de la República. Alors.
Déjà que je fasse la pause. Donc là, ce qu'on voit, donc c'est la Constitution de 31, tout simplement. Et donc le premier intervenant. Fue, en todo caso, su constitución. Recoge por primera vez en la historia constitucional el derecho internacional. Alors ça, je vous avoue que le droit coutumier, j'ai cherché ce que c'était, j'ai pas tout compris. Mais ah, le son est en double. Ah, attendez, pourquoi le son est en double? Je vais relancer. Consuetudinario, cosa que no existía en ninguna constitución del mundo. Lo reconoce como ley Normalement, là, española. c'est bon. Se anticipa. Normalement, là, on était bon. Ok, normalement, il n'y a plus le son en double. Derecho internacional. Comme je dis, je suis pas sûre de savoir ce que c'est que le droit coutumier, mais je pense que ça parle de toutes ces choses dont on a parlé tout à l'heure, avec l'égalité des genres, avec le droit au divorce, avec le fait de reconnaître les enfants nés hors mariage, etc., 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 etc. Bon, je vois que tout Xiao, tu me confirmes, donc ça va. Moi, en droit, j'ai pas de skill, hein. Vraiment, c'est un truc, ça veut pas rentrer dans ma tête. J'ai fait des recherches, hein, mais c'est pas rentré. Ce sont des choses qui arrivent. Donc ce monsieur, allez, on commence la première pause pour expliquer qui est ce monsieur. Donc c'est un juge, juez ça veut dire juge. Donc c'est quelqu'un donc qui a commencé justement les recherches dans les années 2000, les enquêtes sur le franquisme. Donc il fait partie de ces gens qui se sont pris donc des procès de la part des fachos hein, actuels, hein, évidemment. Apparemment, il les aurait gagnés. En tout cas, il n'a pas été inquiété plus que ça. Et il fait aussi partie du tribunal Russell sur la Palestine, qui apparemment est un tribunal d'opinion pro-Palestine pour lutter contre l'impunité d'Israël. C'est les notes que j'ai. N'hésitez pas à faire des recherches. Si vous mettez son nom sur Google, vous tomberez sur sa page Wikipédia si vous voulez approfondir. Mais voilà, comme quoi, des fois, il y a des juges qui font des trucs. Ça arrive. Consuetudinario, cosa que no existía en ninguna constitución del mundo. Lo reconoce como ley española. Se anticipa a la Declaración de los Derechos del Niño. Presta una especial Donc là, ça reprend un peu tout ce que je vous ai raconté, hein. atención a la familia y a la cultura. Y esto es el detonante. Donc, on a le titre du docu. J'ai pas trouvé trop d'infos sur les deux personnes qui ont fait le documentaire, Frank Jiménez et Rebolledo. Et donc le titre hein, est tiré du nombre de jours entre le coup d'État et l'auto-amnistie en 77. Donc on parle de 15 613 jours de répression franquiste. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones generales. 21 días después, 8 generales y 2 oficiales acordaron perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo recién elegido. Donc voilà, là, il réexplique que c'est plusieurs militaires, plusieurs officiers qui ont mis en place le coup d'État. La forma de gobierno era la república y un grupo de... Alors ce monsieur, je refais une pause. Ce monsieur, c'est aussi un juge. Donc lui aussi, hein, il a été... on l'a déjà embêté par rapport à ses enquêtes. Bon, c'est quelqu'un de bien plus actif que le premier juge qu'on a vu. Apparemment, c'est un monsieur qui a lancé un mandat d'arrêt contre Pinochet. Bon, plus par rapport aux Espagnols, en fait, voilà, pendant la dictature, la guerre civile, beaucoup d'Espagnols, donc il y a eu un exil aussi, l'exil républicain, on en reparlera plus à fond, j'ai des docus là-dessus aussi à vous montrer sur l'exil républicain, et c'était notamment par rapport aux tortures perpétrées par Pinochet sur les Espagnols présents en Argentine, au Chili, pardon, excusez-moi. Il y en avait aussi en Argentine des Espagnols, mais plutôt les fachos. Bref. Donc voilà, lui, il a commencé une enquête sur les disparus de la guerre civile, donc il a enfreint la loi de l'amnistie de 77 en faisant ça. Mais apparemment, donc il a quand même eu gain de cause au final, hein, puisqu'il lui est rien arrivé, entre guillemets, enfin rien. Mis à part des menaces de mort et des choses comme ça, bien sympathiques, hein, comme on aime bien. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a aussi enquêté sur les banques, sur le blanchiment d'argent, etc. Donc c'est quelqu'un qui est quand même
quand même assez actif et assez militant. Voilà, comme quoi. Et apparemment, c'est lui qui a lancé donc les papiers pour obtenir donc la loi de mémoire historique qui a fini par passer donc en 2020. Le docu date d'ailleurs de un an ou deux après, qui permet donc voilà, qui rend légal les enquêtes et recherches sur les crimes commis par les franquistes. Militares decidió poner término a ese S'il y a quoi que ce soit, évidemment, vous n'hésitez pas à me le dire. sistema democrático, a ese régimen republicano democrático, sublevándose y dando un golpe de Estado. Los que se sublevaron, todos fueron perjuros, empezando por Franco. El general Mola, al que llaman el director, se encargó de la planificación y organización de la militarada. Lo que planteaba Mola era Donc là, voilà, on parle du premier, enfin, du général en tout cas, qui a été le principal au début de la guerre civile, qui était le général Mola, et qui du coup, lui, contrôlait les forces au nord de la péninsule ibérique. que las capitanías, la quinta de Zaragoza, la sexta Burgos, la séptima Valladolid, organizaran columnas que rápidamente se dirigieran a Madrid. Donc voilà, là, il explique que voilà, le plan, c'était d'organiser donc des colonnes. Quand on parle de colonnes, on parle d'armée, hein, tout simplement, qui devaient se diriger donc vers Madrid, et vous le voyez, depuis le nord de l'Espagne. Y echaran abajo el gobierno. Si el alzamiento es contra un régimen democrático, en todo caso es un golpe de Estado y está fuera de toda protección jurídica. Eso fue lo que ocurrió en España, un golpe de Estado sin paliativos. Mola pensaba que ese golpe iba a ser muy rápido. De hecho, pensaba que el día 25, el día de Santiago, una semana después, él iba a estar tomando café tranquilamente en Madrid. Solamente Alors là, c'est important ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, oui, les généraux, donc moi je vous ai dit, la guerre civile a duré quand même presque 3 ans. Les généraux, eux, pensaient que ça se ferait en une semaine, quoi. Ils pensaient prendre le pouvoir assez rapidement. C'est en ça que je dis que c'est impressionnant que les républicains aient tenu aussi longtemps face à une armée, hein, entraînée, etc., face à des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu pour se défendre. Et ça a eu un double effet, pas forcément positif, parce que le fait que eux, ils l'ont vu comme un échec, le fait de ne pas réussir à s'emparer de l'Espagne en fait en très peu de temps, parce qu'eux, ils espéraient vraiment que ça prendrait que quelques jours. Ça a fait que la répression a été d'autant plus violente. Voilà, voilà. existe la legalidad republicana. Todo lo demás era un acto ilegal contra la misma. Por tanto, todos sabían que estaban quebrantando la ley. Donc voilà, donc là on vient de voir l'intro, donc à chaque fois qu'on verra un nouveau chapitre, je vous traduirai. Donc là on parle du fait que la répression était déjà prévue en avance. Donc là on va voir, ils vont nous expliquer qu'en fait les ordres de fusiller tous les rouges, hein, basiquement, sont des ordres qui ont été, enfin tout était déjà détaillé dans des documents officiels, enfin officiels entre eux, avant même le coup d'État. C'est-à-dire que les gars savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Mola planificó la cuartelada en unos documentos confidenciales que se conocen como instrucciones reservadas. En ellos no solo se especifican las operaciones militares, también la represión contra los disidentes. Antes de la sublevación ya tenían preparados los planes de cómo se va a ejercer esa presión. La base número 5 de la instrucción reservada número 1 especifica cuál debía ser la naturaleza del golpe de Estado y la represión. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Donc là, on voit à quel point c'est pervers, hein, puisque voilà, d'entrée de jeu, ils savaient qu'il fallait instaurer un climat de terreur et de peur chez les républicains pour qu'ils se plient à la volonté des fascistes, hein, tout simplement. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos. Iba contra todos aquellos que no fuesen confesos con la ideología de quienes produjeron ese alzamiento. Se trata de descabezar al movimiento obrero, de desangrarlo, por decirlo así, porque estamos hablando de que esa represión se va a traducir en asesinatos inmediatamente. Ah oui, lui, du coup, j'ai pas raconté qui c'était. Donc lui, c'est un historien.
tout simplement. C'est un historien spécialisé dans la guerre civile. Bon, par contre, je sais pas pourquoi, des fois, il est MDR quand il raconte les trucs. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est un peu stressant ou quoi, mais ouais, des fois, il est un peu MDR alors qu'il raconte des trucs horribles. Donc, je sais pas trop. Voilà, préparez-vous à ça. C'est bizarre, mais bon, je sais pas quoi vous dire. Trata de descabezar al movimiento obrero, de desangrarlo, por decirlo así, porque estamos hablando de que esa represión se va a traducir en asesinatos inmediatamente. Donc là, la petite mise en scène hein, dont je vous avais parlé. Alors là, ce qu'on voit, c'est un curé qui est présent pour la mise à mort et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup fait venir des curés pour un peu s'auto en mode non mais nous on a fait venir le curé donc c'est bon, tu vois, genre il aura béni leur âme ou je ne sais pas trop. Oui, c'était, je sais pas si psychopathe est le mot, mais ouais. C'est pas si bizarre de rire face au tragique. Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est peut-être un réflexe nerveux, ouais. Mais c'est vrai que du coup, il est un peu MDR alors qu'il raconte des trucs assez atroces. Mais oui, je pense que c'est les nerfs hein, qui font ça. Hein. Mais voilà, le fait qu'il y ait un curé souvent présent, des fois le curé bénissait les condamnés. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça condamné puisqu'il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien. Mais ouais, avant l'exécution, quoi. Elle est un peu dure, hein, la mise en scène, hein, je préviens. L'église toujours dans les bons coups pour se taire, couvrir. Oui, c'est ça, hein, c'est complètement ça. Hein. Oui, c'est ça, ça permet au cerveau de se détacher, je pense. Oui, je le dis pas en mode c'est un méchant, hein, juste que ouais, ça m'a fait un peu bizarre de le voir en mode MDR, alors que voilà, il disait des trucs assez horribles. Hein. De sauver des personnes, mais après, tout le monde souvent. Oui, je dis pas que oh le curé, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai Full Anita. J'ai Full Anita qui s'est mis juste devant l'écran. Quand c'est pas une, c'est l'autre. Hein. C'est ça le problème d'avoir plusieurs chats. Venga. Un problema. ¿Algún problema? Je dis, il y aura pas de sang ni rien, mais voilà, ils ont fait la mise en scène. Voilà. ¡Viva la República! Ese dejádmelo a mí. Oui. Il y a des prêtres qui ont commis les assassinats eux-mêmes. Oui. Ça a été documenté. Quelle horreur. Oui, au drapeau, oui. Oui. Je suis contente. Là, j'ai la boule, mais au moins, je suis pas en train de chialer, donc c'est pas mal. Mais oui, moi, c'est un truc, ça me trigger de ouf. España, al fin y al cabo, aunque Alors, c'était pas toujours des curés hein, qui faisaient les exécutions, mais oui, c'est arrivé. Hein. Et oui, y a pas de mot de Soussiao, hein, t'as raison. Hein. Y a pas de mot. C'est une de mes pires angoisses. Oui, mais c'est angoissant. Hein. C'est très, très angoissant. Hein.
de voir que tu peux pas t'en sortir, de voir que de toute façon tu vas être exécuté, oui ou oui, c'est très angoissant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup angoissée, même quand c'est des films, voilà, même là que je sais que c'est des acteurs et tout, on sait aussi que ça a existé, c'est très angoissant, hein. Ça me fait penser à Land of Freedom, où ça déboule au village face au curé. Je connais pas. Je connais pas du tout. Désolée, Kiwi. Comme beaucoup de docu, très exhibe quand même leur mise en scène. Ouais, 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 c'est un truc. Mais bon, je me suis dit, je vais pas le couper, je vais pas enlever. Du coup, j'ai laissé quand même. On voit que c'est une mise en scène, ça aide. Ouais, bah moi, ça m'a pas aidé, hein. Sur les premiers visionnages, ça m'a pas du tout aidé. Ouais, oui, j'étais mal. J'étais vraiment pas bien, mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est arrivé. Et comme j'ai dit, j'allais pas enlever des bouts du docu parce que je trouvais que c'était quelque part un peu enlever quelque chose. C'est-à-dire, si eux, ils l'ont fait comme ça, c'est pour qu'il soit diffusé comme ça. Donc j'ai laissé le ragdoll. Et je sais pas c'est quoi un ragdoll. C'est le flingue qu'il utilise. Oui, bah j'imagine que c'est un accessoire quand même, hein. Genre, j'imagine que oui, oui, hein. D'ailleurs, actuellement, en Espagne, c'est plus compliqué, hein, le permis de port d'armes par rapport en France, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est bien moins facile d'avoir une arme en Espagne qu'en France, hein. Ce qui, moi, personnellement, me rassure. C'est un film qui parle de cette période où les républicains se posent question à propos du sort qu'allait avoir le curé du village. Oui, bah ça, ils vont un peu en parler, hein, du retour qu'il y a eu, c'est-à-dire les républicains qui ont aussi fusillé des gens. Mais ils vont préciser dans le docu qu'il s'agit bien d'une réponse, que ça n'a pas été fait gratuitement, alors que de la part des franquistes, on parle d'une répression violente, complètement gratuite, hein. C'est dur, mais l'histoire est là. Exactement, Locdu, c'est vrai. Ragdoll, physique des corps. Ah oui, oui, bon, ça, oui, après, voilà, c'est vrai que bon, peut-être jeu d'acteur sur 20, mais je pense que c'était pas ça l'important, mais ouais, ouais, je suis d'accord, effectivement. Había mucha Mais ça permet aussi de prendre une distance au truc et comme dit Wawid, peut-être d'éviter de fondre en larmes directement. politización, había mucha gente, como la hay ahora, que no tenía una definición política en un sentido ni en otra, pero la podía tener, de decir, mirad qué pasa a los que se opongan a nuestros designios. Là, ce qu'il dit, c'est très important parce que du coup, voilà, cette répression, elle avait pour but premier de semer la terreur, hein, parmi les gens qui pourraient s'opposer bah, aux nationalistes, hein, tout simplement. El general Mola insistió en la necesidad de la violencia extrema en otra de sus instrucciones reservadas. El movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas Donc lui, hein, au cas où ce serait pas clair, gros sac à âme, hein, évidemment. y desde luego de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso. ¿Quién se va a encargar de la represión en la retaguardia? Se van a encargar lo que se llaman las milicias. Las milicias son fundamentalmente los falangistas, los carlistas y en menor medida grupos como el de Albiñana. Alors les carlistes, ce sont d'autres groupes fascistes qui existaient déjà en Espagne, et le groupe dont il parle, de Arminiana, c'est un groupe qui fait partie des carlistes. Voilà. Et puis l'ultra-réalisme, limite gore, c'est un peu inutile. Oui, 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 exactement, Drapeau. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est déjà, ça prend déjà les tripes. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus, hein. Je suis d'accord. ¿Hay acaso más violencia abierta que Lui, ça m'a étonné de le voir. C'est un gars ça a été le président de l'Espagne alors, dans les années 2010, je sais plus en quelle année. J'ai pris des notes aussi pour ça. Tac, tac, il est où? Donc lui, c'était le président qui était en place quand ils ont mis en place la loi de la mémoire historique. Il s'appelle Zapatero, il fait partie du PSOE, donc qui est le Parti socialiste espagnol, qui correspond à celui qu'on a en France, hein. Donc voilà, hein, socialiste dans le titre, mais pas toujours dans les actions. Bon, peut-être un peu plus que le PS en France, mais voilà. Et de ce que j'ai vu, c'est aussi un petit-fils de victime. Donc, ce qui est étonnant qu'il soit dans le PSOE et pas dans un parti plus à gauche, mais bon. On va dire, il vaut mieux ça qu'autre chose. C'est mieux que rien. Mais voilà, ça m'a étonné de le voir dans le docu, mais il est là, hein. Socialisme ultra light, ouais, ouais, c'est ça, hein. Ultra, ultra light, hein. On est socialiste, mais quand même, on est capitaliste aussi, hein. Faut pas déconner, hein. À peu près ça. Estado? Que soldados que
disparan contra soldados y que intentan acabar con un gobierno C'est un homme politique, hein, donc voilà, il va pas non plus, ça va pas être le plus militant de tous les intervenants qu'on verra aujourd'hui, hein. legítimo. Pues es un hecho violento, nació marcado por la violencia y hasta sus últimos días fue un régimen de violencia. Mola fue muy meticuloso en estas directrices de que hemos hablado y preveía que el 17 de julio se sublevaría la guarnición de Marruecos, que el 18 se sublevaría Canarias y el 19 la península. Donc là, on voit bien que dans leur tête, les gars, ils étaient en mode non, mais c'est bon, en 3 jours, c'est plié. Ça a duré 3 ans. 3 ans avec la France, l'Angleterre, tout ça, qui décident de faire les aveugles, etc., etc. Donc là, le chapitre s'appelle Le coup d'État commence et la répression avec. Là, je crois que c'est assez transparent, ça va. Tal y como planificó Mola, el 17 de julio se inició el alzamiento en Marruecos, más concretamente en Melilla. Y tal y como Donc, Melilla, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est toujours une ville espagnole au Maroc. ordenó Il se passe d'ailleurs beaucoup d'horreurs par rapport à l'immigration. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. On a déjà assez avec ça, hein. los asesinatos también empezaron. Según la investigación realizada por el juez Garzón, El 17 de julio de 1936, cuando todavía en la península la sublevación militar no pasaba de ser un lejano Et oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au moment du 17 juillet, on parlait juste d'une rumeur, d'une garnison qui s'était soulevée quelque part au Maroc. C'était pas encore bien clair, hein. Et d'ailleurs, l'information dans les journaux espagnols et tout est arrivée le 18 juillet. Je suppose que le plus difficile à faire ressortir, c'est pas tant le gore ou le sordide, mais le banaliser. Oui, le côté procédurier. Oui, et le mensonge. Des gens exécutés sous prétexte. Ouais, et sans prétexte même. Oui, oui, c'est ça. Il y a eu une grosse invisibilisation des victimes pendant toute la dictature, évidemment. D'ailleurs, ils vont en parler, mais voilà, en gros, t'écoutes les franquistes et c'est eux qui ont souffert, ouin ouin, tout ça, quoi. Mais oui, oui, c'est ça ce qui a été dur en fait pour les descendants des victimes, c'est que leurs ancêtres n'aient pas été reconnus comme victimes. C'est ça qui était compliqué, quoi. rumor, fueron asesinadas en localidades del norte de África, un total de 189 personas. Donc voilà, là, les meurtres commencent, hein. On parle de 190 personnes quand même assassinées dès le premier jour au Maroc. Ça fait beaucoup, surtout sur des exécutions sommaires, hein. Mantenerse fieles al gobierno de España. Al régimen de Franco se le ha llamado también siempre el régimen del 18 de julio. Voilà, donc là, il en parle du fait qu'on parle du 18 juillet plus, mais alors il va pas en parler lui, mais il y a aussi cette question que, enfin cette notion que le coup d'État a été rapporté dans les journaux le lendemain, le 18 juillet. Y eso, la única explicación que tiene, que es que el 18 de julio lo único que pasó es que fue Franco el que se sublevó en Canarias. Il est MDR, hein. Je sais pas pourquoi il est MDR, mais il est MDR, hein. La represión fue generalizada en toda la geografía española sin distinción de espacio. Hay fosas en las Islas Canarias. Alors lui, pareil, c'est un anthropologue et j'ai vu que voilà, il avait aussi beaucoup travaillé. Alors attendez, je vais quand même le chercher parce que je les ai tous notés. Bon, avec le nom de famille qu'il a, il est basque, hein, évidemment. Donc apparemment, il a fait partie du gouvernement espagnol au moment de créer la loi de mémoire historique. Il a fait beaucoup de rapports, voilà, sur, forcément, il a étudié les corps, hein, qui ont été retrouvés dans les fosses et il a participé aux exhumations des dites fosses. Baleares y hasta en el antiguo protectorado español en Marruecos. ¿Quién cae en esa represión? Cae en el sentido de que lo asesinan los primeros días o las primeras semanas o va a parar a la cárcel. Pues caen los alcaldes republicanos y caen también. Donc voilà, là je précise juste que dans le cas de mon arrière-grand-père, c'était un maire. Il était maire dans le village de mes grands-parents, enfin celui où j'ai grandi à moitié. Et c'était un maire, effectivement, je crois socialiste, je sais plus dans quelle partie il était, mais bel et bien de gauche. Et donc, du coup, je vous raconte maintenant l'histoire, comme ça c'est fait. Mais en gros, donc lui, il était maire, donc c'est un petit patelin, hein, le truc, il y avait 1500 personnes qui y habitaient à l'époque. Il a su que les communistes voulaient mettre le feu à l'église juste après le soulèvement, enfin en septembre, octobre, après le début de la guerre civile. Il a prévenu le curé pour pas qu'il se fasse piéger. Et devinez quoi, le curé l'a dénoncé aux nationalistes.
Donc lui, il fait partie de ces gens qui ont été emprisonnés pendant, je crois, une nuit ou deux. Puis qu'on a dit c'est bon, tu peux partir, et ils lui ont tiré dans le dos au moment où il se barrait. Voilà, c'est quelque chose qu'on va voir dans le docu, que ça se faisait beaucoup. Voilà, il a fait partie de ces gens-là, quoi. Il s'est lancé depuis les îles Canaries. Au début, c'était une cachette. Alors en fait, il s'est lancé depuis le Maroc, mais il est passé du Maroc aux Canaries, puis des Canaries, il a, sur la péninsule, quoi, en très très gros. Pour faire et sentier battant, tu arrives sur sur la joie, dis donc. Alors, il n'était pas caché aux Canaries, mais c'était là où il avait, lui, sa garnison, en gros. C'était là où lui, il était à ce moment-là. D'ailleurs, on sait que Franco a été envoyé donc au Maroc plusieurs mois avant le coup d'État parce que bah, la Seconde République, en tout cas les gens pensaient qu'il était dangereux. Bon, apparemment a raison, hein, mais apparemment ça n'a pas suffi non plus, quoi. También los representantes obreros de los jurados mixtos, los que habían organizado movilizaciones tipo huelgas, un plan sistemático y teledirigido por parte de los militares. El 18 de julio, adelantándose a las órdenes de Mola, se sublevó el general Saliquet en Valladolid. Donc là, voilà, là, ça parle du fait qu'une fois que le coup d'État a été lancé donc par Mola, Queipo de Llano et Franco, d'autres généraux ailleurs sur la péninsule ben, ont suivi le mouvement, en fait, hein, tout simplement. Y el mismo 18 de julio se perpetraron los primeros asesinatos. La primera víctima mortal de Medina del Campo fue Andrés Rodríguez Álvarez, socialista, amigo de Lorca y tío de Miguel Ángel Rodríguez. Donc voilà, là, ça parle de la première victime à cet endroit-là. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Federico García Lorca, il est de Grenade, il est d'ici, et c'était un poète, écrivain, voilà, qui écrivait depuis longtemps. Il a été un des assassinés par les nationalistes, hein. Je crois qu'on peut parler, enfin, je crois qu'il y a des gens qui parlent de martyr pour parler de Federico García Lorca. Et donc, lui, son crime, c'est qu'il était gay. Voilà. Voilà. Non, mais on aime bien hein, l'idéologie fasciste, c'est super, hein. Que se iba a ir para Madrid y le pillaron. D'ailleurs, il y a une statue de Lorca ici à Grenade. La prochaine fois, je vous la montrerai, hein. Ouais, il n'y a même pas les mots. C'est un gendarme C'était un prétexte, hein, de toute façon. S'il n'avait pas été. D'ailleurs, il paraît qu'il courait beaucoup derrière Dali. Qu'il en était. Qu'apparemment, Dali le prenait, le jetait. Dali, c'était une enflure, hein, je vous le dis tout de suite. Dali, gros sac à âme aussi. Un gros sac à âme. Mais bon, je pense que c'était un prétexte, hein. Je pense qu'il aurait été assassiné pour d'autres raisons, même s'il avait été hétéro, voilà. O le encontraron, o ya sabes, y que realmente no se supo más de él ya. De toute façon, les fascistes déjà de l'époque avaient les délires, hein, de toute façon un homme c'est ceci, gna gna gna, etc., etc. Prétexte, ça devait être, oui, c'était une vraie haine, hein, bien sûr. Oui, il y avait une vraie haine, hein. Vous verrez plus tard des propos qu'a pu tenir Queipo de Llano qui sont absolument à gerber. Mais vous le verrez plus tard, on va pas s'avancer, pas trop m'avancer. Los campos de concentración franquistas se crearon desde el mismo momento en que empezó. Alors lui, c'est un journaliste qui est spécialisé plus ou moins là-dedans, mais j'ai pas trouvé plus que ça sur lui. J'ai plus l'impression, voilà, que c'est un journaliste assez engagé dans ce genre de questions. Voilà. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup travaillé sur la dictature franquiste et les victimes. Ah, ça c'est du Lorca, ça. Je reconnais. Ça, c'est du Lorca. Voilà, c'est ça. Federico García Lorca. Si, vraiment, je vous encourage, hein, si vous êtes hispanophone, à aller lire quelques-unes de ses œuvres. Moi, j'ai lu certaines de ses pièces de théâtre et de ses poèmes. C'est très touchant. Il est très beau, celui-là, Tsusiao. Très, très beau. Si vous voulez, je peux vous le traduire. Habillé avec des vestes noires. Elle pense que le monde est petit et que le cœur est immense. Habillée avec des vestes noires, elle pense que le soupir est tendre. Que el suspiro tierno y el grito et le cri disparaissent dans le vent. Habillée avec des vestes noires, elle a laissé le balcon ouvert et
Et l'aube, et l'aube est rentrée et a pris tout le ciel depuis le balcon. Désolée, c'est à chaud. C'est peut-être pas la best traduction ever. Aïe, aïe, aïe. Elle était habillée avec une veste noire. Ouais. Pourquoi j'ai choisi italien le V2? L'italien ressemble à peu près à l'espagnol. Moi, les rares fois où je suis allée en Italie dans ma vie, si je parle espagnol doucement, ça passe. Et si on parle italien doucement, ça passe aussi. Ça va. Dans l'absolu, ça va. Lorca a été assassiné en août 36. D'ailleurs, ici, il y a toujours sa maison qui est ouverte au public. Bah, d'ailleurs, je crois chaque année au 19 août pour la commémoration de son décès. Voilà. Au début de la guerre civile par les milices nationalistes franquistes, selon les versions les plus répandues, il aurait été fusillé à l'aube sur la route entre Vitnar et Alfakar. Ah là là, Alfakar, c'est vraiment pas loin de là où je suis, hein, dans la province de Grenade. Son corps n'a jamais été retrouvé. Non, ça c'est vrai. Un rapport de police franquiste de 65 rendu public en 2015 le décrit comme un socialiste franc-maçon aux pratiques homosexuelles et normales. Voilà, donc on voit bien le délire. Hein. On voit bien le délire. Hein. Voilà, voilà. Et à part ça, tout va bien. El golpe de Estado. De hecho, el primer campo de concentración. La vibe. C'est exactement ça. On voit bien la vibe du fascisme. C'est super. Empezó a operar, ya funcionaba la noche del 18 al 19 de julio de 1936. Fue en la Alcazaba de Celuán, en el protectorado de Marruecos. Là, après, bon, là, ils vont pas trop parler encore des camps de concentration. J'ai arrêté le sous-titrage d'ailleurs juste avant que ça en parle. Mais voilà, on voit que de la nuit du 17 au 18, donc vraiment le coup d'État, il a été perpétré le 17. Et le soir même, la nuit qui a suivi, il y avait déjà le premier camp de concentration actif, quoi. C'est au Maroc, c'est assez loin. Mais voilà, quoi. Ça fait pas du tout froid dans le dos. El gobierno de Casares Quiroga ve que efectivamente la sublevación era algo muy serio. Pues lo que hace el presidente. Là, du coup, voilà, donc ça parle donc du président qui était Manuel Azaña, qui était le président à ce moment-là, quoi, hein, en Espagne au moment du coup d'État, et qui a pris donc le coup d'État très très au sérieux. Hein. Tu as vu un film d'animation sur Lorca, c'est possible, hein. C'est très très possible, hein, Servandac. La República, que es Azaña, es nombrar a Martínez Barrio para que se ponga en contacto con Mola. Le pide a Mola que se haga cargo de la cartera de gobernación para restaurar el orden. Mola se negó en redondo. Donc en fait, voilà, la République a quand même tenté, limite, de laisser les rênes aux golpistes. Je sais pas si on dit golpistes, mais en gros à ceux qui ont fait le coup d'État. Mais non, 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 eux, ils voulaient écraser complètement la menace de gauche. Oh mon Dieu! Nuestra idea es construir una nueva España erradicando o exterminando, no sé la palabra exacta, todo lo que no sea la España tradicional, católica, patriótica, etc. Ese era el objetivo. Y para conseguirlo, el terror de la represión más cruel desde el primer instante. Así lo confirmó nuevamente Mola a un grupo de alcaldes en Pamplona el 19 de julio. Es necesario propagar una Donc là, voilà, trigger warning, propos durs. atmósfera de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La consumación de la rebelión. La mise en scène est vénère, hein, quand même, hein, je vous l'accorde. Hein. Rebelión debía hacerse con la proclamación de un bando de guerra de obligado cumplimiento en los territorios en los que se proclamase. E inmediatamente comenzaron los consejos de guerra, juicios militares sumarísimos contra los disidentes. Ouais, moi aussi, j'ai senti les poils se soulever. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis un peu enfoncée dans mon canapé. Je vais un peu remonter. J'ai beau aimer l'argent, le capitalisme, ça nous fait plaisir, Nico. On est heureux de l'apprendre. Le film d'animation, c'était Joseph. De nuit, à travers la forêt, il fuit l'extrême droite, la chute de la République. Il fuit Franco vers la France. Ouais, bah ça aussi, on pourra en parler, hein, de comment la France a traité les exilés républicains, mais bon, sans savoir ce qui les attend. Nous sommes en février 39, et ouais, donc là, c'est la fin de la guerre civile. Hein. Ce qui attend les républicains catalans sont des camps de fortune. Exactement, bah voilà, j'allais le dire, aux allures de camps de concentration. Parmi les réfugiés parqués comme des prisonniers se trouve un artiste. Ah, Joseph Bartoli. Ok. Ok, ok. Ouais,
Je vois ce que tu veux dire, Sergent Dac, t'inquiète, hein. Ils sont fous. Je sais pas si on parle de folie, hein, mais en tout cas, on parle d'une soif meurtrière indéniable. Indéniable, parce que on a quand même la République qui était prête à lui céder les rênes, enfin, à céder les rênes à ses généraux, et ils ont refusé. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment écraser la menace gauchiste. La legalidad Dieu, des gens qui luttent pour l'égalité des droits. y legitimidad que tenían es la que los propios golpistas le dieron. Un sentenciado por un consejo de guerra franquista es tan asesinado como el que le ha matado un falangista en una zanja, ¿no? Son juicios sin garantía. En los bandos de guerra, pues se diseñaba esa. Bah, pas la même période, on parle de 39, donc vraiment le point culminant, 39 c'est le point culminant de l'exil républicain, c'est en fait en février, c'est ça, juste avant que Barcelone tombe. En gros, c'est Barcelone qui est tombé, c'est la chute de Barcelone qui a fait que l'Espagne est complètement tombée, et donc les gens ont compris qu'ils auraient pas, enfin qu'ils allaient se faire assassiner, hein, donc oui, il y a eu des grands exodes hein, de républicains vers la France. Ils espéraient sincèrement que la France allait agir, mais la France n'a pas agi. On peut pas, oui, on peut pas comprendre cette soif d'écraser l'autre, hein. C'est ça, ils savent ce qu'ils font en croyant à des choses horribles, c'est vrai, et en justifiant leurs actes par la religion, etc. Mais bon. Política de exterminio y los propios consejos de guerra ni siquiera se ajustaban a la legalidad militar de la justicia militar de aquella época. Eso es casi surrealista. Es como dijo el propio Serrano Suñer, el cuñadísimo, dijo. Là, il va expliquer comment ils ont retourné la situation à leur avantage. C'est vrai que c'est lunaire, hein, comme. Que eso era la justicia al revés, porque claro, esos juicios, la acusación que hay es que acusan a los republicanos de rebelión o de auxilio a la rebelión o de incitación a la rebelión, es decir, que se habían opuesto a ellos, al movimiento, que es un movimiento ilegal, ilégitimo. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le fait de remettre la culpabilité et la faute sur la victime. Clin d'œil, évidemment. Je pense que vous m'avez tous et toutes compris. Prétexte, la religion. Oui, oui, c'est vrai, Jeanne de Brique, je suis d'accord. Quand les gens disent qu'il y a eu des guerres de religion, je pense que c'était des guerres de pouvoir et que la religion était un prétexte pour justifier des actes atroces. Je suis d'accord avec toi. Ce qui m'étonne toujours encore plus, c'est à quel point ils n'assument pas. Oui, mais ça va ensemble. Oui, c'est ça. Ces gens-là n'assument pas. Oui, oui. Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier qu'ils ont choisi le mal. C'est vrai oui, c'est vrai. Franco a bénéficié d'une aide militaire substantielle. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, exactement. Qui lui ont fourni les troupes. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Si Franco n'avait pas reçu l'aide de Mussolini et d'Hitler, et surtout si la France et l'Angleterre avaient peut-être bougé un petit peu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces horreurs perpétrées. Et surtout toutes, oui. Oui, oui, oui. La France, sous le gouvernement de Front populaire de Léon Blum, a initialement voulu aider les républicains, mais a finalement opté pour voilà, le fameux comité de non-intervention. Ah ouais, je vous invite à taper comité de non-intervention sur Google, à mon avis, vous tomberez rapidement sur des infos. Cette décision était motivée par la pression de la droite, exactement, la volonté de maintenir l'alliance, oui, oui, qui était fermement opposée à toute intervention, et la crainte, voilà, c'est ça, la crainte que le conflit s'internationalise. Ça, c'est presque ironique hein, quand on sait ce qui est arrivé juste après. D'ailleurs, Hitler, je pense que quelque part, il a attendu que ce soit fini en Espagne pour se concentrer sur le reste, quoi. Lógicamente apoyaban al gobierno que sí que había sido elegido en las urnas, que era la República. Es decir, le daban la vuelta a la situación porque los que eran rebeldes eran ellos y hubieran tenido que ser fusilados, según el Código de Justicia Militar vigente. El 20 de julio detuvieron a Luciano. Bon après, moi j'ai mis juger, mais en fait, en vrai, il dit que c'est eux qui auraient dû être fusillés. Moi, personnellement, je suis fermement opposée à la peine de mort. Donc voilà, je préfère le préciser, hein. Et encore une fois, les coloniaux ont eu un rôle important. Oui, base de repli pour les Français. Oui, 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 oui. Toujours sur le dos des colonisés, hein, ça c'est toujours. Hein. Il était occupé à l'est. Ouais, il était occupé aussi de l'autre côté, hein, bien sûr, hein. Mais oui, oui, Sergent Dac, hein, il y a de ça, hein, il y a de ça. En tout cas, sur le dos des colonisés, toujours ça, hein. Ouais, il était de gauche, apparemment, il n'était pas assez de gauche pour aider la République, hein.
Ils font chier les droitards et c'est pas. Ouais, 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 non, mais tu as raison, Jeanne de Bréguin. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, leur façon de retourner la situation. Parce que là, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est de dire, ah ouais, mais nous, si on a fait ça, c'est parce que vous avez fait un gouvernement trop de gauche. Donc en fait, c'est votre faute quelque part. Parce que si vous aviez pas fait un gouvernement trop de gauche, on vous aurait pas attaqué. C'est voilà quoi, c'est super. Nicolás Fernández Pozo, abuelo de Luciano Alfonso Asperilla Fernández. Donc là, les gens qu'on voit témoigner, si je fais pas de pause pour expliquer que c'est un juge ou quoi, c'est que c'est souvent des enfants ou ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants des victimes du franquisme, hein. Ils disent la même de Pinochet, oui. Ah ouais. Il y a plus de sel qu'au McDo ici. Bah, on va pas au McDo, nous, tu sais. Ou très peu, à mon avis, hein. Il était un peu PS, je crois. Paraît que si les réformes sont arrivées, c'est surtout grâce à la rue. Oui, 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 c'est surtout grâce à la rue, hein. C'est rare que des privilégiés lâchent leurs privilèges comme ça, hein. La rue a beaucoup plus joué son rôle, hein. Les soldats marocains, voilà, regulares ou moros. Après, moros, c'est le nom qu'on emploie ici, en tout cas, pour parler des personnes originaires d'Afrique du Nord aussi. Mais c'est pas péjoratif comme en France, par contre, hein. C'est un terme qui désigne les gens, voilà, du nord de l'Afrique. Alors, attends, parce que tu dis des choses très intéressantes. Ont combattu au cuisinier Voilà, leur nombre est estimé entre 60 et 80 000, participent à la guerre. Et voilà. Oui, oui, il y a eu des recrutements considérés comme le fer de lance, ont joué un rôle important dans les combats. Leur participation a été controversée. Ah bah oui, oui, hein, bien sûr qu'ils ont commis des exactions contre les républicains, et pas besoin, enfin dans le sens c'est même pas qu'ils sont associés, c'est que bien sûr que c'est des gens qui ont assassiné, hein. Et quand je dis assassiné, c'est vraiment exécuter froidement des personnes sans défense, hein. On parle pas de gens qui meurent, voilà, dans des contextes de conflit ou quoi, hein. Et beaucoup sont enterrés anonymement en Espagne. Oui, oui, on a encore beaucoup de morts dans nos fosses communes, hein. Fernández, militar y dueño de una armería. El 19 le mandaron llevar todas las armas que tenía de su propiedad, que las llevara al cuartel. Las llevó y en Je veux lugar... dire qu'on les crame. Oui, hein, alors bon, je devrais peut-être pas dire ça sur Twitch devant des gens, mais venez, on fait une opération, tous les McDo crament en une nuit. Pas mal ça. Tusiao, tu fais ce que tu veux, hein, je te le dis. Je pense que tu vois ce que je veux dire. de llevarlas y decir, bueno, pues hasta aquí, pues dijo, tenéis que defender el orden establecido. Y se conoce que tomaron buena nota y al día siguiente le fueron a buscar la policía a la tienda, le encerraron. Los delitos de detención ilegal. Donc voilà, là, la personne, elle vient d'expliquer que son grand-père s'est fait arrêter puisqu'il a rappelé aux personnes de la caserne que leur rôle, c'était de servir la République. Mais bon, Los delitos de asesinato, los delitos. je pense qu'à ce moment-là aussi, les personnes ne prenaient pas la mesure de l'horreur qui était en train d'être perpétrée même chez eux, dans le sens où on parle vraiment là des prémices, hein. Là, on est vraiment sur les premiers jours du coup d'État. Donc, même s'il y a déjà eu des horreurs commises, je pense que tout le monde n'a pas encore pris la mesure du massacre à venir, en fait. Oui, là, je sais pas pourquoi il emploie le terme délit. Je l'ai gardé parce il dit bien delito, mais il me semble bien qu'en droit, on fait la différence entre un délit et un crime, et que là, on parle plutôt de crime. Mais bon, comme il dit délit, j'ai gardé délit. Parce que crimen, ça existe aussi en espagnol, hein. Existían previstos en el Código Penal de 1932 y la detención en el siguiente Código Penal de... Ouais, donc ça, on le verra aussi un peu après, mais en gros, ouais, voilà, vous voyez, moi aussi, ça me fait rigoler pour pas en pleurer. Mais en gros, le régime franquiste a mis en place des lois rétroactives. Ça, c'est pratique. Ça, c'est bien, tu vois. Et pour condamner des gens ou pour amnistier d'autres personnes. Voilà, c'est pratique. C'est une façon de faire, hein. Vu comment certains McDo sont pas entretenus par les services, la graisse accumulée dans les conduits, ça cramerait très facilement. Ah, tu vois? Oui, oui, bien sûr, hein, on le sait, hein, sergent Dac, hein, les gens qui travaillent au McDo, s'il y en a, force à vous, parce que vraiment, je crois que dans le terme d'esclavagisme en France, on est sur du bon level là, hein.
En 1944 la detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima. Los mensajes de intolerancia, odio y exterminio de los disidentes los reprodujo sobresalientemente el general Gonzalo Queipo de Llano. Decidieron, pues... Là, on parle de Queipo de Llano maintenant, qui est donc celui... Donc là, on a parlé de Mola, qui était au nord de la péninsule. Et Queipo de Llano, donc c'est un monsieur, c'est un SACAM, hein, il n'y a pas trop d'autres mots. J'ai pris des notes sur ce gros SACAM, puisqu'il a été responsable de près de 45 000 morts en Andalousie. Voilà. Voilà. Mais t'as vu que cramer les comicos serait plus utile. Mais les McDo, c'est pas une mauvaise idée. Ou donner faim. Terrible. Exterminar, y lo dicen los bandos, el de Mola, el de Queipo mucho más claramente, que serán pasados por las armas sin necesidad de juicio todos los componentes de los partidos, asociaciones o sindicatos del Frente Popular. La primera formulación de crímenes contra la humanidad y lesa humanidad viene ya de final del siglo XIX y que en las convenciones de La Haya, en el tratado. Il parle du fait que les crimes contre l'humanité sont des choses déjà connues à l'époque, sont des choses qui ont déjà été relatées. Donc, j'ai un peu cherché tous ces trucs-là, là, les conventions de La Haye, traité de Versailles. Oui, en gros, c'est ça qu'il dit. Tratado de Versalles, en el Tratado de Sèvres, en la Conferencia de Londres de 1928. Después viene, por supuesto, la legalidad republicana y después en los principios y juicios de Nuremberg. Nadie discute, vamos, salvo algún disparatado. Alors, désolé, j'étais en train de rouler, j'ai pas suivi votre débat McDo, mais sérieux, ça va encore prendre la peine d'en parler, c'est qu'ils y vont quand même. J'ai plus assez de sous. Oui, Nico, oui, t'as plus assez de sous. Je te crois. Si quelqu'un devait viser un endroit, ça serait plutôt les ghettos dorés comme la Villa Montmorency ou la Défense. J'ai bien dit si et merci. Oui, hein, on rigole, hein. Hein, Jeff Bezos, on rigole, clin d'œil, clin d'œil. Vrai, c'est peut-être devenu cher le McDo. En vrai, je dis ça, mais je sais pas, il paraît que les prix ont augmenté. Moi, comme la dernière fois que je suis allée au McDo, bah, ça se compte en années, je saurais même pas dire c'était quand, et c'est sûrement parce que j'ai dû suivre des gens que je voulais pas faire ma casse-couille. Bon, on passe toujours pour le chiant de l'histoire, là, quand t'es le seul qui veut pas aller au McDo. Mais ça date d'avant la pandémie, ça c'est sûr. Mais je saurais même pas vous dire quand. Donc ça date. Que el genocidio es exterminar a las personas por su raza, por su religión. Bon, j'ai mis des guillemets là pour des raisons évidentes, hein, évidemment, sur le terme, mais bon, c'est le terme qu'il emploie. Donc j'étais un peu bloquée. Je l'ai gardé, mais j'ai mis des guillemets. Y por su ideología política. Y esto es lo que dice el bando de Queipo de Llano. Alors là, je vous préviens, l'allocution de Queipo de Llano, elle est dure. Elle est très 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 dure, hein, donc voilà, je préviens d'avance. En plus, allergique au fromage. Aucune idée. Ouais, bah pareil. Hein. Ouais, clin d'œil, hein, Jeff Bezos, hein, on rigole. Donc attention parce que là, voilà, ça parle même de faire des choses aux femmes. Enfin bref, Et trigger warning aussi, propos homophobes, tout ce que vous voulez là, hein, qui arrive. Hein. Ils disent qu'ils l'ont montré à leurs femmes, hein, je vous fais pas un dessin sur ce qui leur est arrivé, mais voilà. Hein. Orquestas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que de rey y fatales. Voilà, on est sur beaucoup de violence sur une seule allocution. Bah voilà, moi j'ai la boule là hein, qui vient de se reformer. Ouais, Jeanne de Brix, c'est ça. C'est un facho dans toute sa splendeur, là, à ce niveau-là. Dans toute sa splendeur. Là, c'est dur. Hein. En quelques phrases, moi, il a réussi à me retourner. À chaque fois que je vois ce passage, il me retourne. Et d'ailleurs, cette plus ou moins allocution de lui est assez célèbre. Hein. Oui. Ouais, on est sur à ce point-là. Hein. Général Gonzalo, voilà. Ouais, c'est un beau SACAM. Hein. Initialement républicain, oui. Il s'est opposé à la dictature de Primo de Rivera. Oui, c'est celle dont je parlais juste avant, là.
juste avant la Seconde République, c'est ça, de 1931. Attendez, je rattrape le chat, mais bon. Mais bon, ça restait quand même un gros sac à main. Voilà, prise de Séville, c'est ça. Voilà, c'est ça. Célèbre pour ses discours menaçants, c'est ça. Le général de la radio. Ouais, ouais. En tant que commandant nationaliste en Andalousie, voilà, responsable d'une répression brutale, dizaines de milliers d'exécutions, ouais. Et après la guerre, là, effectivement mis à l'écart. Oui, oui. Franco a mis à l'écart les autres généraux, c'est-à-dire que voilà, on parle de Franco. Franco n'est pas n'était pas seul au moment du coup d'État. Mais lui, il a fait le ménage autour de lui une fois qu'il a pris le pouvoir petit à petit, hein. Boycott des enseignes de merde, nonobstant exactement quoi, Kouben, exactement. Un bon traître, ouais, ouais, c'est ça, hein. Macron aurait dit qu'ils se sont parlé entre hommes et que ça va. Ouais, bah oui, sûrement, hein, ou que c'était la fierté de la France, on va savoir, hein. Venez comme vous êtes. On peut venir avec un cocktail Molotov ou comment ça marche? Ou comment? El 24 de julio murió Onésimo Redondo. Donc voilà, donc là on va parler du. Donc là, cette personne qui a été assassinée à Lavajos n'est pas un républicain, là c'est bien un nationaliste, mais du coup érigé en martyr par les nationalistes, et gna gna gna, tout le tintouin quoi. Et les mecs, ils ont assassiné des centaines de personnes, et voilà, bref. Voilà, no shaming, nonobstant pour les gens qui pourraient y aller par manque de connaissances, manque de moyens pour faire plaisir à leurs enfants, même si, ne serait-ce que pour la santé de leurs enfants, c'est bien s'ils les amènent pas, mais voilà, on n'est pas là pour culpabiliser les consommateurs, hein. Parce qu'encore une fois, moi je trouve que quand le capitalisme culpabilise le consommateur, c'est pareil, hein, c'est mettre la faute sur la victime. Pour moi, c'est tout pareil. Je trouve ça absolument dégueulasse de faire ça. Voilà, truandons les truands, exactement. Sarko aurait dit casse-toi pauvre con. Je suis pas sûre, à Keipo, je ne pense pas qu'il aurait dit ça, hein. Ouais, le kebab aussi, c'est pas mal. Le kebab, c'est bien. En plus, tu vas dans une petite enseigne au lieu d'aller dans une gros truc avec des franchises et tout. C'est pas mal, je trouve, effectivement. Aller au kebab non franchisé du coin plutôt que d'aller au McDo, s'il vous plaît. Voilà, ceci était un message de Wif Canard. L'occasion d'apprendre à dire chef quand tu vas au kebab. En Lavajos. Al volver el cadáver a Valladolid, en este caso, les hacen unos grandes entierros ceremoniales donde acude todas las fuerzas vivas, el ejército en formación, se les hacen monumentos, etc. Exaltaron hasta la extenuación a los caídos en la Gran Cruzada, que al parecer para la dictadura en los únicos que habían sufrido. Ahí nace ya desde el primer momento lo que podría... Donc voilà, donc là on voit où le discours, on est à peine au début du coup d'État et le discours se tourne déjà vers le fait que les franquistes et les nationalistes sont les seuls à souffrir là-dedans, ils sont les victimes dans l'histoire, etc., etc., quoi, hein. Pas tout, mais le fait divers à Nice de la viande de Labrador au kebab, ouais. Ça arrive aussi, essayez de voir si votre kebabier, où est-ce qu'il se fournit en viande, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Après, bon, je vais pas me lancer dans de l'antispécisme tout de suite, là, maintenant, mais le fait qu'on hiérarchise la vie des animaux en fonction des espèces, c'est-à-dire le fait que ça te dérange pas de manger une vache et le fait que ça te dérange de manger un chien, c'est complètement arbitraire et culturel. En soi, la vache ne vaut pas moins qu'un chien, ni le cochon, ni la poule, etc., etc. Je vais m'arrêter là, on va pas se lancer dans ce débat, mais vous voyez où je veux en venir, hein. J'allais jamais au McDo, mais au kebab. Ah, et en plus, ils avaient une carte fidélité. Ben voilà. Et en plus, vous pourrez avoir le kebab gratuit après 10 kebabs. Oui, idéalement, oui. Oui, oui. Surtout la viande du McDo, hein, encore pire. Voilà, voilà. J'avoue, mais c'est plus rapport de savoir ce que j'ingère vraiment. Certes, mais bon, t'as quand même un jugement de valeur sur le fait que ça te dérange plus que ce soit un labrador plutôt qu'une vache, alors que voilà, en soi, la vie de l'un ne vaut pas plus que la vie de l'autre, hein. Findus aussi va tricher sur les viandes et prendra moins vis-à-vis du stigma qu'il peut y avoir sur les stigmas, sur les kebabs. Ah, bah, Findus, ils avaient eu le scandale pareil, voilà, avec le cheval, mais bon, moi c'est pareil, hein. Moi j'estime qu'un cheval, la vie d'un cheval vaut pas plus que la vie d'une vache, hein. Voilà, comme je dis, j'ai fait mon laïus.
Je vais pas, voilà, mais voilà. Tu me donnes de fausses intentions, manger du chien, no way, pas de souci, mais voler les chiens pour faire manger. Non, non, après, voilà, dis pas, hein, ça reste de la torture et du massacre d'autres espèces pour notre plaisir gustatif, hein. Mais voilà, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est bien si, voilà. M'avez compris, quoi. Podríamos llamar la memoria À chaque figue que tu manges, tu tues une guêpe. Tu parles des guêpes qui pondent dans les figues, bah du coup, si tu manges ces bébés, oui, oui, effectivement. Mais moi, je mange pas de figues. Comme ça, c'est réglé. Un jour promis, un jour promis, vous aurez un vrai stream de professionnel. Un jour, peut-être. histórica del franquismo. Allez, je remets. On divague, on divague. Ça, par exemple, c'est un morceau qui sera sûrement coupé, voilà, sur la VOD, par exemple. Quoique, peut-être le petit message antispéciste, je le garde, quand même. Vague, exactement. Exactement, Tsuchiao. Que se traduce en cruces, se traduce, bueno, luego más tarde el Valle de los Caídos, etcétera, ¿no? Ah, Porque alors ça, on va en parler de ça, du Valle de los Caídos. Donc figurez-vous que il y avait là on le voit pas sur l'image qu'ils mettent, mais en gros voilà, c'est un monument aux morts pour la patrie, les morts nationaux. Il y a une croix gigantesque, juste au-dessus là de la colline. Et faut savoir que au Valle de los Caídos, il y avait le mausolée où était enterré Franco. Ils l'ont sorti là en 2019. Je vous raconte pas les larmes de facho qu'on a pu récupérer en Espagne à ce moment-là, c'était magique. Si je retrouve à l'époque, parce qu'il y avait aussi évidemment plein de mèmes qui circulaient là-dessus, si j'en retrouve, je vous les partagerai. Je vous les partagerai. Algunas personas ahora, pues un poco documentadas, nos dicen, no, no, es que os estáis acordando los de la memoria histórica actual, os acordáis solo de los los republicanos. Y yo, claro, sí señor, es que están olvidados, mientras que los franquistas desde el primer momento tuvieron su memoria histórica. Donc en gros, voilà, dès le départ, on a érigé des monuments aux morts pour le fascisme, pour le nationalisme, en oubliant complètement ces victimes qui n'avaient rien demandé à personne, hein, au final, hein. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont été exécutés pour des raisons vraiment... Voilà, je vais pas vous spoiler sur le docu, mais ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, hein. Mais vous étiez toutes là, en fait. Et oui, Gigilou, j'ai happé le Twitch game de gauche ce soir. Ça t'a hydraté? Ah ouais, on était bien hydratés cette année-là, hein, l'année où ils ont sorti Franco de son mausolée. C'était pas mal, hein, c'était beau à voir. C'était beau à voir. El 25 de julio detuvieron a Emilio Fernández Andrés, tío de Alfonso Asperilla, segundo represaliado de esta familia. Estaba todo ilusionado porque había tenido hacía poco un crío y estaba loquito con el niño y con su pareja, con su... Donc là, on arrive sur des témoignages assez durs. Voilà, je précise, hein. Mujer y ajeno a cualquier otra cosa. El 28 de julio detuvieron a Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario, tío abuelo de Anaís Huerta. En 4 ocasiones vinieron 3 falangistas a casa, calle Bernal Díaz del Castillo, a llevarse toda su documentación. El 28 de julio lo ingresan a prisión. Voilà, du coup, je voulais laisser les témoignages. Bon, après, ils vont venir. Donc là, le titre de ce moment, c'est que le coup d'État a échoué. On met des gros guillemets à échouer parce que, voilà. Et du coup, la guerre civile commence, puisque voilà, dans la tête des généraux, ils allaient faire un coup d'État et voilà quoi. Et on prend l'Espagne, on est les rois du pétrole et voilà quoi. Non, Nico, je ne pense pas que ce soit le papa de Bigard. Comme quoi, on peut refaire l'histoire quand on dit qu'il ne faut pas enlever les statues coloniales parce qu'on ne refait pas l'histoire. Oui, et oui, je suis totalement d'accord avec toi, Sergent Dac, totalement d'accord. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, ça fait déjà 2 heures qu'on est en stream, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. On a vu 15 minutes du docu. En fait, moi, là, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Je viens de voir que ça fait plus de 2 heures qu'on stream, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup. Terrible. Ouais, c'était un peu abrupt, mais quand je vois qu'on est à la fin, que ça fait 2 heures qu'on stream, enfin qu'on est à la fin d'un chapitre, je veux dire, sur la vidéo, que ça fait 2 heures, je vous avoue que je suis fatiguée.
toute façon, la semaine pro, je ferai pas le même exposé que j'ai fait en début de stream, hein. Je re-rappellerai les grandes lignes de la Seconde République, etc. Je re-rappellerai qui sont Mola, Capodanno et Franco, évidemment. Mais oui, ça sera très rapide comme intro. Je pense que la semaine pro, on verra plus que juste 15 minutes du docu. Moi qui avais sous-titré 37 minutes en me disant comme ça, au moins je suis large, bah, plus que large. Prends soin de toi. Ouais, c'est une reprise. En plus, le sujet est lourd. Voilà, comme tu dis, tout ça, le sujet est très lourd. Moi, là, vous le voyez pas, mais ça va, j'ai pas pleuré. Du coup, je suis quand même contente. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, malgré que, voilà, on est sur un sujet quand même assez dur et assez lourd. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement puisque ça, on va. Ouais, bisous YouTube.